Et on a le plaisir de retrouver Vincent Kutkovitz, directeur général de bienprévoir.fr. Bonjour Vincent. Bonjour Thomas. On va voir avec vous, en effet, comment aborder cette nouvelle donne. On y voit un peu plus clair, on se souvient, on en avait parlé, hein. Il y avait beaucoup, avant l'été, beaucoup d'incertitudes sur ce qui entourait l'assurance vie, les mesures gouvernementales. Ça se précise, il y a des choses qui bougent, d'autres qui ne bougent pas. On commence peut-être par ce qui reste. Ce qui reste, alors effectivement, le Premier ministre et le ministre de l'économie ont communiqué ces derniers jours. Ce qu'on sait a priori, c'est qu'il y aura un prélèvement forfaitaire unique de 30%, notamment pour les contrats qui dépassent, des contrats d'assurance vie qui dépassent 150 000 euros pour une personne et 300 000 euros pour un couple. Ce qu'on appelle dans le jargon la flat tax en anglais et le PFU, voilà, prélèvement forfaitaire unique. Unique, qui viendra en fait absorber ce qu'on avait aujourd'hui sous deux formes, qui était un prélèvement de 7,5 au bout de 8 ans, plus les prélèvements sociaux. On arrive à 23%. Là, on basculerait sur 30%. Après 8 ans. Hein, après 8 ans, et uniquement sur la part des revenus issus des placements au-dessus de 300 000 euros pour un couple. Donc plus lisible, un peu plus cher au bout d'un certain temps, mais voilà, avec un peu moins cher si on est dans le court terme aussi. Oui, mais aussi ce qui va se passer, c'est qu'a priori, ça va aplanir la fiscalité tout au long de la durée de vie d'un contrat d'assurance vie. C'est là où aujourd'hui les industriels de l'assurance vie essayent de faire plier le gouvernement pour faire en sorte qu'il y ait encore une incitation à rester longtemps sur les contrats d'assurance vie. Ça reste un placement judicieux selon vous? Alors ça reste un placement judicieux. Je pense que dans les temps actuels, il est bon de rappeler les bénéfices de l'assurance vie, notamment ceux qui ne seront pas remis en cause. La transmission, par exemple, que ce soit avant 70 ans ou après 70 ans, le contexte de transmission dans le cadre de l'assurance vie est favorable. La possibilité, par exemple, d'obtenir avec son contrat d'assurance vie une avance. On sait que souvent les épargnants en sont friands. La possibilité, lorsqu'on investit en immobilier, dans le cadre de l'assurance vie, d'obtenir un régime fiscal qui est finalement assez favorable. Et puis le dernier avantage qui va rester et qui a été confirmé par les communications du gouvernement, c'est le fait qu'on aura un abattement toujours de 9 200 euros pour un couple, 4 100 pour une personne seule, après 8 ans de détention d'un contrat d'assurance vie. Voilà, donc pour le paysage, alors malgré tout, étant donné que quand même la situation évolue, vous recommandez 4 actions à mener avant cette réforme. D'ailleurs, on a une date sur la réforme, on sait ou... Il y a une incertitude parce que certains journalistes évoquent le fait que la réforme puisse entrer en vigueur le 28 septembre, le jour où le projet sera, voilà, la semaine prochaine, le projet sera présenté en Conseil des ministres. C'est une éventualité. Il est plus probable que la réforme intervienne en fait le 1er janvier 2018. Donc, a priori, cela nous laisse quelques semaines pour lancer un certain nombre d'actions sur son patrimoine. Alors, vous nous avez apporté un graphique avec 4 actions à prendre, selon vous. La première, verser ou reverser en assurance vie. Donc là, l'idée, c'est de se dire que, on a oublié d'ailleurs d'évoquer tout à l'heure le fait que la CSG, les prélèvements sociaux, vont augmenter au 1er janvier 2018. L'idée, c'est de bénéficier encore du contexte actuel de versement. Tout ce qui sera versé aujourd'hui, avant la réforme, échappera en tout cas à la partie du PFU, des 300 000 euros, de 30% sur les contrats au-dessus de 300 000 euros. Donc ça permet déjà de profiter d'une fenêtre importante, normalement jusqu'au 31 décembre, pour compléter ces contrats d'assurance vie existants. Si on a un bon contrat d'assurance vie, on va avoir après qu'il y a peut-être une opportunité pour fermer des anciens contrats d'assurance vie. Donc c'est une opportunité pour verser. Deuxième mesure à prendre, toujours selon ce graphique là qu'on va revoir, qui concerne en effet le rachat des anciens contrats. Absolument. Voilà. Alors pourquoi? Alors racheter les anciens contrats, en fait, nous on le dit depuis maintenant un certain nombre d'années, c'est peut-être le moment pour le faire. Premièrement, il y a encore un certain nombre de contrats anciens qui ne bénéficient pas des solutions, disons, actuelles d'investissement. Donc c'est notamment le cas d'anciens contrats d'assurance vie chargés en vieux fonds en euros,
qui utilisent les anciennes recettes, notamment celles qui sont liées aux obligations d'État, puisque la plupart des anciens fonds en euros sont assis sur des placements des obligations en État qui rapportent peu. Donc on sait que le rendement baisse d'année en année. Il faut toiletter finalement le profil de son enveloppe. On en profite. Et puis, il y a probablement une opportunité à saisir pour un certain nombre d'épargnants qui ont donc ce type de contrat d'assurance vie, ancien contrat ouvert entre les années 98 et 2012, disons. Voilà. Là, il y a une opportunité parce qu'en fait, lorsqu'on a ces contrats qui sont chargés en fonds en euros, il est probable qu'en bénéficiant en fait, du mécanisme de rachat partiel, on n'est peut-être pas obligé de tout racheter, mais en bénéficiant du rachat partiel, il y a une mécanique que je ne vais pas exposer ici qui est un peu compliquée où en fait vous identifiez la partie intérêt et la partie capital. Quand on fait un rachat partiel, les deux parties arrivent en fait au moment où vous faites ce rachat et vous êtes taxé uniquement sur la partie des intérêts. Et donc en fait, notamment les contrats qui ont peu rapporté ces dernières années, vous avez la possibilité de faire un rachat à moindre coût fiscalement en profitant de l'abattement des 9 200 €. Donc là, il y a probablement une opportunité à saisir qu'on n'aura plus l'année prochaine. C'est le moment en fait de purger ces anciens contrats d'assurance vie. Et oui, c'est toujours l'occasion de faire le bilan quand il y a une évolution comme celle-ci, celle qui se présente. Troisième action que vous recommandez, abandonner les fonds en euros classiques et privilégier les unités de compte. Voilà, là aussi, c'est un peu la continuité de ce précédent point. Profitez aujourd'hui encore des nouveaux contrats d'assurance vie, en tout cas nouvelles formules, qui ont des fonds en euros, par exemple, exposés sur l'immobilier, ou alors investir sur des UC, des unités de compte, également éventuellement en immobilier ou de type action. Là, l'idée, c'est dynamiser un peu son rendement. Là, c'est quoi en fait l'idée? C'est de se dire que si on est sur des placements, des fonds qui vont dépasser les 300 000 €, si on est sur des contrats qui vont dépasser 300 000 € et qu'on a investi sur des placements plus dynamiques, on va bénéficier dans les années à venir de la fiscalité actuelle. Je ne parle pas de la CSG qui s'appliquera de toute façon sur les revenus, mais en tout cas, par exemple, le PFU ne s'appliquera pas, même pour les contrats au-dessus de 300 000 €, si on a investi avant le 31 décembre. Donc c'est pour ça, a priori, ces placements sont faits pour bénéficier d'un rendement supérieur aux fonds euros classiques. Et donc, on va geler les conditions en fait en investissant aujourd'hui. Et puis, dernière recommandation, liquider les plus-values latentes sur les contrats supérieurs à 8 ans. Ça se tient toujours, c'est un peu la même idée, mais en tout cas, il faut insister dessus. Vous détenez d'anciens contrats, éventuellement qui sont exposés en unité de compte. Vous avez des plus-values latentes que vous n'avez pas encore exercées. Si vous exercez ces plus-values aujourd'hui, en fait, vous allez bénéficier donc là aussi de la fiscalité actuelle, alors que si vous attendez le 1er janvier, oui, vous perdez 8 points en fait. Soit vous êtes en dessous de 300 000 € et vous avez finalement une CSG classique qui s'appliquera mais qui sera augmentée de 11%, soit vous êtes au-dessus de 300 000 € et vous aurez finalement la nouvelle fiscalité qui s'appliquera. Donc si vous liquidez vos plus-values maintenant, vous bénéficiez, vous gelez là aussi les conditions dans lesquelles vous exercez. Éventuellement, c'est l'occasion après de réinvestir ces plus-values sur de nouveaux contrats ou même sur des nouveaux contrats pour, une fois de plus, geler le contexte fiscal. Voilà. Qu'est-ce que vous disent vos clients? Comment est-ce qu'ils réagissent à ce contexte un peu incertain? Alors, beaucoup ont bien compris en fait l'enjeu qui est de lancer rapidement une sorte d'audit patrimonial. Donc, beaucoup se posent cette question-là, sont en train de faire ces études-là. Chaque situation est différente, mais la plupart des investisseurs qui sont concernés par le PFU aujourd'hui envisagent effectivement de fermer des anciens contrats. Alors il y a d'autres sujets qui sont sur la table, notamment celui de l'impôt sur la fortune immobilière, où là aussi il y a une incertitude, notamment sur les questions qui sont liées de périmètre, notamment de l'immobilier, puisque on s'attendait à ce que la partie immobilière en assurance vie soit exonérée en fait du futur impôt sur la fortune immobilière. Il y a une incertitude, il semblerait qu'éventuellement on réintègre dans l'impôt sur la fortune immobilière même les placements en immobilier dans l'assurance vie. Il n'empêche que notre point de vue là-dessus est de se dire qu'il s'agit d'être prudent, même si demain il y avait un changement de position du gouvernement. Il n'empêche qu'il n'y aura pas d'augmentation de la fiscalité par rapport à la situation précédente. Oui, parce que l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI remplace l'ISF. Voilà. Et on ne paiera pas plus, mais en tout cas, on ne sera pas forcément exonéré, certains auraient pu espérer si c'était des poches immobilières en assurance vie. Exactement. L'enjeu auquel il faut être attaché et ce à quoi il faut être attaché en permanence, c'est la diversification. Et si on est trop, d'une certaine manière, orienté par uniquement les décisions fiscales, on peut prendre des décisions qui seraient à l'encontre de ces diversifications et qui finalement
aurait un coût supérieur aux bénéfices actuels. Et oui, on ne le rappellera jamais assez, il ne faut pas prendre ces décisions de placement, d'investissement patrimonial juste en fonction d'arbitrages fiscaux. C'est l'arbre parfois qui cache la forêt, donc qui ne fait pas forcément réaliser les meilleurs choix. Merci beaucoup Vincent pour toutes ces explications. On se retrouve pour un prochain épisode dans environ un mois. Merci, à bientôt.